Paris, septembre 1792. Les prisons de la capitale sont pleines à craquer. Les Autrichiens et les Prussiens avancent vers la France depuis plusieurs semaines. Longwy est tombé le 23 août. Verdun capitule le 2 septembre. La monarchie française s'est effondrée un mois plus tôt, quand des milliers de sans-culottes ont envahi le palais des Tuileries le 10 août. Louis XVI et sa famille sont désormais prisonniers au Temple. La Révolution a 3 ans, et elle commence à dévorer ses propres enfants. Dans les rues de Paris, Jean-Paul Marat fait placarder ses appels à la violence. Son journal, L'Ami du peuple, martèle le même message. Il faut éliminer les traîtres avant que les patriotes ne partent défendre les frontières. Marat ne parle pas en l'air. Il siège au comité de surveillance de la commune insurrectionnelle qui contrôle Paris depuis le 10 août. Son influence est considérable. Le 2 septembre, au milieu de l'après-midi, un convoi de prisonniers est transféré vers la prison de l'Abbaye. Des sans-culottes les attendent, armés de gourdins, de haches, de sabres et de piques. Aucun jugement, aucun procès. Les premiers prisonniers sont massacrés sur le champ. Les cadavres s'empilent devant la prison, pendant que la garde nationale regarde sans intervenir. Cette tuerie n'est que le début. À la prison des Carmes, 160 prêtres réfractaires sont enfermés. Ces prêtres ont refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé votée en 1790. Le dimanche 2 septembre, on les surprend pendant leur promenade. On les refoule dans un couloir étroit. Le commissaire Violette leur crie de se mettre 2 par 2, puis on les pousse vers un petit escalier. En bas, les égorgeurs les attendent. Sur 160 détenus, 116 sont massacrés. Le sang coule dans le jardin du couvent. Le même jour, à la prison de la Force, la tuerie commence également. 500 prisonniers y sont entassés, dont 110 femmes. La plupart sont là pour vol ou prostitution. Parmi elles se trouve la princesse de Lamballe, amie intime de Marie-Antoinette. Elle a commis l'erreur de revenir en France pour soutenir la reine après avoir émigré. Les septembriseurs la sortent de sa cellule. On la massacre, on dépèce son corps. Sa tête est plantée sur une pique. La foule hurle, la Lamballe, l'Autrichienne, et promène le sinistre trophée sous les fenêtres de Marie-Antoinette au Temple. À l'abbaye, un certain Maillard organise une parodie de tribunal dans la soirée. Sur 284 prisonniers, tous ceux qui refusent le serment sont massacrés jusqu'à l'aube. Le 3 septembre, les massacres se propagent à Saint-Firmin, puis à la Salpêtrière, où sont enfermées 186 femmes. Les tueurs violent les jeunes prisonnières. Certaines ont moins de 12 ans. Le sang, le vin et la folie se mêlent pendant 3 jours. Georges Danton est ministre de la Justice depuis le 11 août. Il ne fait rien pour arrêter les massacres. L'Assemblée législative envoie une délégation à la commune. On l'accueille avec des injures. Les délégués se retirent dignement, impuissants. Du 2 au 6 septembre 1792, entre 1100 et 1400 prisonniers sont assassinés à Paris. Ces massacres se répandent en province, Orléans, Meaux, Reims, Versailles. Partout, le même scénario se répète. Des centaines de personnes sont tuées sommairement, souvent après des simulacres de procès. Ces massacres de septembre marquent un tournant. La violence révolutionnaire n'est plus seulement dirigée contre le roi et les nobles. Elle frappe désormais tous ceux qui sont suspectés de trahison, qu'ils soient aristocrates, prêtres, prostituées ou simples citoyens ordinaires. La première terreur vient de commencer, même si personne ne l'appelle encore ainsi. Le 21 septembre 1792, la Convention nationale se réunit pour la première fois. Dès le lendemain, elle proclame la République. Plus de 1000 ans de monarchie s'achèvent officiellement. Mais cette naissance intervient dans un contexte dramatique. La France est attaquée de toutes parts. Les armées autrichiennes, prussiennes, britanniques et espagnoles convergent vers les frontières. À l'intérieur, 60 départements sont en état d'insurrection selon les estimations de l'époque. En janvier 1793, la Convention juge Louis XVI. Le 14 janvier, il est reconnu unanimement coupable de conspiration et d'atteintes à la sûreté publique. Le 16 janvier, le vote sur la sentence débute. Robespierre travaille fébrilement pour obtenir la peine capitale. Sur 721 députés, 361 votent pour la mort immédiate. Le 21 janvier à 10h22, Louis Capet, ancien roi de France, est guillotiné place de la Révolution.
Le bourreau montre sa tête au peuple. Des applaudissements retentissent. L'exécution du roi provoque un choc en Europe. Les monarchies voient dans cet acte une menace directe contre leur propre légitimité. La coalition anti-française s'élargit. L'Angleterre entre en guerre le 1er février. L'Espagne suit le 7 mars. La France révolutionnaire se retrouve encerclée, combattant simultanément l'Autriche, la Prusse, l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande, le Piémont et divers États allemands. Sur le front intérieur, la situation n'est guère meilleure. En mars 1793, l'insurrection vendéenne éclate. Les paysans de l'Ouest refusent la conscription décrétée par la Convention. Ces hommes n'ont aucune envie de mourir pour une république qui a persécuté leurs prêtres et bouleversé leur monde traditionnel. Ils se soulèvent par milliers, brandissant des crucifix et des drapeaux blancs ornés de fleurs de lys. L'armée catholique et royale remporte victoire sur victoire. Le 14 mars, les Vendéens prennent Cholet. Le 22 mars, ils s'emparent de Chemillé. Machecoul tombe le 11 mars après un massacre de républicains. L'insurrection se propage comme une traînée de poudre dans la Vendée, le Maine-et-Loire, la Loire inférieure et les Deux-Sèvres. En quelques semaines, une armée de 40 000 hommes se constitue autour de chefs charismatiques comme Cathelineau, Bonchamp, Delbé et La Roche-Jacquelin. Face à ces menaces, la Convention doit réagir rapidement. Le 10 mars 1793, elle crée le tribunal révolutionnaire, officiellement appelé Tribunal criminel extraordinaire. Cette juridiction d'exception a pour mission de juger sans appel tous les auteurs d'entreprises contre-révolutionnaires. Les procédures sont simplifiées à l'extrême. Pas de recours en cassation, pas de jury d'accusation. Le président du tribunal est l'ancien substitut du procureur de la commune, Martial Joseph Armand Hermann. Le 21 mars, des comités de surveillance sont créés dans chaque commune. Leur rôle, surveiller les étrangers, établir des listes de suspects, délivrer des certificats de civisme. Ces comités locaux deviennent rapidement de véritables instruments de contrôle social. Tout citoyen peut se retrouver dénoncé par ses voisins pour des propos maladroits ou une attitude jugée suspecte. Le 6 avril, la Convention institue le comité de salut public. À l'origine, ce comité de 9 membres doit simplement surveiller l'action des ministres. Mais il va rapidement devenir le véritable gouvernement de la France. Ses membres sont élus pour 1 mois et indéfiniment rééligibles. Danton en fait partie dès le début. Robespierre le rejoint le 27 juillet. En juin 1793, une nouvelle crise éclate. Les montagnards, révolutionnaires radicaux menés par Robespierre, affrontent les Girondins, plus modérés. Le 31 mai et le 2 juin, les sans-culottes parisiens, soutenus par la Garde nationale, envahissent la Convention. Ils exigent l'arrestation des députés girondins. Sous la menace des canons pointés sur le palais, la Convention cède. 29 députés girondins sont mis aux arrêts. Plusieurs parviendront à s'échapper et fomentent des insurrections dans leur département. Lyon, Marseille, Toulon, Bordeaux se soulèvent contre Paris. La France de l'été 1793 est au bord du gouffre. Les armées étrangères enfoncent les frontières sur tous les points. Les Espagnols progressent au sud, les Anglais au nord, les Autrichiens et les Prussiens à l'est. La Vendée est en flammes, les grandes villes se rebellent. La monnaie révolutionnaire, l'assignat, s'effondre. Le pain manque dans les villes. La Convention doit agir ou disparaître. Le 26 juillet 1793, Maximilien Robespierre entre au comité de salut public. Cet avocat d'Arras de 35 ans est déjà une figure majeure de la Révolution. Député du tiers-État en 1789, il s'est fait connaître par sa puissance oratoire et son intransigeance morale. Ses ennemis le surnomment l'incorruptible, tant sa réputation d'intégrité est grande. Il vit modestement chez un menuisier, Maurice Duplay, rue Saint-Honoré. Son habit bleu ciel, ses cheveux poudrés et son linge immaculé contrastent avec l'apparence négligée de nombreux révolutionnaires. Paradoxalement, Robespierre était opposé à la peine de mort en 1789. Lorsqu'il était juge à Arras, il avait même démissionné pour ne pas avoir à signer une condamnation capitale. Sa sœur Charlotte racontera qu'après avoir dû condamner un meurtrier à la pendaison, il n'avait pas mangé pendant 2 jours, murmurant « Je sais qu'il est coupable, mais même ainsi, causer la mort d'un homme. »
mais la Révolution l'a transformé. Face aux dangers qui menacent la République, il considère désormais que la terreur est nécessaire. Les 4 et 5 septembre 1793 marquent un tournant décisif. Des milliers de sans-culottes envahissent à nouveau la Convention. Ils réclament du pain, la mise en place du maximum des prix et surtout l'intensification de la terreur contre les ennemis de la République. La Convention cède sur tous les points. Le 5 septembre, sur proposition du montagnard Billaud-Varenne, elle décrète que « la terreur est à l'ordre du jour ». Cette formule va devenir le mot d'ordre du gouvernement révolutionnaire. Le 17 septembre 1793, la Convention vote la loi des suspects. Ce texte, présenté par Merlin de Douai et Cambacérès, définit avec une précision redoutable qui peut être arrêtée. L'article 2 énumère 6 catégories de suspects. Ceux qui se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme, ceux qui ne peuvent justifier de leurs moyens d'exister, ceux à qui on a refusé des certificats de civisme, les fonctionnaires destitués, les ci-devant nobles qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution, et ceux qui ont émigré entre juillet 1789 et avril 1792. La formulation est délibérément vague. La loi permet d'arrêter virtuellement n'importe qui. Un député de la Commune de Paris, Chaumette, précise même le 11 octobre que sont suspects ceux qui, n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont aussi rien fait pour elle. Autrement dit, la neutralité devient un crime. Il faut afficher ostensiblement son soutien à la Révolution sous peine d'arrestation. Les comités de surveillance reçoivent l'ordre de dresser des listes de suspects et de décerner des mandats d'arrêt. 7 membres au minimum doivent être présents, et la décision doit être prise à la majorité absolue. Les personnes arrêtées sont conduites dans des maisons d'arrêt ou, à défaut, gardées à vue chez elles. Leurs papiers sont saisis et scellés. Les comités doivent ensuite envoyer au Comité de sûreté générale de la Convention la liste des personnes arrêtées avec les motifs de leur arrestation. Les arrestations se multiplient immédiatement. En octobre 1793, les prisons de Paris contiennent 2400 suspects. En décembre, ce chiffre grimpe à 4500. Les conditions d'emprisonnement sont effroyables. Le médecin parisais décrit les détenus comme des spectres pâles, décharnés, couchés, abattus sur les planchers, ou s'y traînant en chancelant comme dans l'ivresse ou la peste. Les épidémies se propagent rapidement dans ces prisons surpeuplées. Le 10 octobre 1793, Saint-Just prononce un discours capital devant la Convention. Il déclare que le gouvernement de la France sera révolutionnaire jusqu'à la paix. La Constitution de 1793, pourtant votée et approuvée par référendum, est suspendue. Les libertés individuelles sont sacrifiées sur l'autel du salut public. La Révolution entre officiellement dans une phase dictatoriale. Le tribunal révolutionnaire tourne à plein régime. Le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette comparaît devant ses juges. Les accusations sont terribles. Conspiration avec l'étranger, dilapidation du trésor public, haute trahison. L'accusateur public Fouquier-Tinville va même jusqu'à l'accuser d'inceste avec son fils, le jeune dauphin. Le verdict est rendu à 4 heures du matin après 2 jours de procès. Marie-Antoinette est condamnée à mort. À midi, elle monte à l'échafaud. Elle a 37 ans. Le 31 octobre, 22 députés girondins sont guillotinés. Brissot, Vergniaud, Ducos et leurs compagnons montent à l'échafaud en chantant la Marseillaise. Leur crime, avoir tenté de sauver le roi, avoir critiqué les massacres de septembre, avoir combattu l'influence de Paris sur la Convention. Le 8 novembre, c'est au tour de la femme de lettres Olympe de Gouges. Le 12 novembre, le maire de Paris Jean-Sylvain Bailly est exécuté. Le 6 novembre, le duc d'Orléans, Philippe Égalité, pourtant régicide et révolutionnaire convaincu, est guillotiné. En province, la répression atteint des sommets d'horreur. À Lyon, où l'insurrection fédéraliste a été matée en octobre, les représentants en mission Fouché et Collot d'Herbois organisent des exécutions de masse. Un décret de la Convention ordonne même de raser la ville, rebaptisée Ville affranchie. Le 4 décembre 1793, 60 prisonniers sont attachés 2 par 2 et fusillés au canon de mitraille. Le massacre dure plusieurs heures. Au total, environ 2000 suspects sont exécutés à Lyon. À Nantes, la terreur prend une tournure encore plus sinistre.
Le représentant en mission Jean-Baptiste Carrier arrive dans la ville en octobre 1793 avec des instructions claires: écraser la rébellion vendéenne et punir tous les complices des brigands. Carrier est un homme dur, implacable, qui considère que la clémence est une faiblesse. Les prisons de Nantes débordent de suspects. L'entrepôt des cafés, transformé en prison, contient des milliers de Vendéens capturés après les batailles. Les conditions sanitaires sont catastrophiques. Une épidémie de typhus éclate et se propage rapidement. Le médecin parisais décrit une scène d'apocalypse. Des prisonniers agonisants entassés sur des planchers souillés, trop faibles pour se lever. L'épidémie tue 3000 détenus, dont 2000 dans le seul entrepôt des cafés. Des gardiens et des médecins meurent également. La maladie menace de s'étendre à toute la ville. Carrier et les sans-culottes nantais décident d'une solution radicale: vider les prisons par tous les moyens. Le 30 octobre 1793, la commission militaire révolutionnaire, présidée par Pépin puis Lenoir, est établie pour juger les rebelles vendéens. Cette commission improvise des procès expéditifs. Après le passage de cette commission à Paimboeuf, sur 162 personnes jugées, 103 sont condamnées à mort et fusillées ou guillotinées entre le 27 mars et le 11 avril. Mais les fusillades ne suffisent pas. Carrier ordonne alors une méthode plus rapide: la noyade. Ces exécutions sont organisées par Lamberty, Fouquet, Grandmaison, Robin et les membres de la compagnie Marat. Du 16 novembre 1793 au 27 février 1794, plusieurs noyades massives sont effectuées. Le procédé est simple et terrible. On entasse les prisonniers, hommes, femmes et enfants, souvent dépouillés de leurs vêtements, sur de vieux navires. On les enferme dans les cales. Puis on coule délibérément les bateaux au milieu de la Loire avec leur chargement humain. Ces baptêmes républicains, comme les appellent cyniquement les exécuteurs, font entre 2000 et 4000 victimes. Les corps remontent régulièrement à la surface, empoisonnant l'eau du fleuve. Les habitants de Nantes sont horrifiés par ce spectacle macabre. Des cadavres gonflés dérivant sur la Loire, des femmes et des enfants noyés pour avoir eu le malheur d'être vendéens ou simplement suspects. Les fusillades se poursuivent parallèlement. Le 2 et 3 avril 1794, une expédition à la montagne aboutit à la condamnation de 209 habitants de Bouguenais. Ils sont fusillés lors du massacre du Château d'Eau. La commission Bignon, appelée à Nantes après avoir jugé et fait fusiller les prisonniers vendéens capturés au Mans et à Savenay, tient ses séances presque quotidiennement du 29 décembre 1793 au 25 janvier 1794. Elle prononce des dizaines de condamnations à mort. Au total, les fusillades de Nantes font entre 2600 et 3600 victimes. Ajoutées aux noyades, ce sont environ 5000 à 7600 personnes qui sont exécutées à Nantes entre octobre 1793 et février 1794. Carrier justifie ces massacres par la nécessité d'étouffer la rébellion vendéenne. Il écrit au Comité de salut public que « les brigands doivent être exterminés jusqu'au dernier ». Mais parmi ces victimes, beaucoup n'ont jamais pris les armes. Des femmes, des vieillards, des enfants périssent dans les noyades. En Vendée même, la guerre prend une tournure génocidaire. En décembre 1793, après la défaite catastrophique de l'armée catholique et royale à Savenay, le général Louis-Marie Turreau est nommé commandant en chef de l'armée de l'Ouest. Le 23 décembre, la bataille de Savenay marque la fin de la virée de Galerne. Cette tentative désespérée des Vendéens de franchir la Loire pour gagner les côtes et obtenir l'aide anglaise. Sur les 82 000 personnes qui ont participé à cette expédition, seuls quelques milliers ont pu regagner la Vendée. Les généraux Kléber et Marceau ont anéanti l'armée vendéenne. Les chefs sont morts ou capturés. Delbé est fusillé sur la plage de Noirmoutier alors qu'il agonise dans un fauteuil, trop blessé pour se tenir debout. La Roche-Jacqueline tombe dans une embuscade en janvier 1794. Pour Turreau, la guerre devrait être terminée. Mais le Comité de salut public et les représentants en mission exigent l'extermination totale des brigands vendéens. Les décrets du 1er août et 1er octobre 1793 ont ordonné la destruction des repères des rebelles,
la confiscation de leurs récoltes et de leurs armes. Le général Kléber propose le 7 janvier 1794 un plan de pacification. Encercler et quadriller le territoire insurgé, gagner la confiance des habitants, n'attaquer que les rassemblements de rebelles armés. Turreau rejette ce plan. Le 9 janvier, Kléber est muté à Brest. Le 16 janvier 1794, Turreau présente son propre plan de campagne. Il prévoit de créer 20 colonnes mobiles, 19 seront effectivement organisées par manque d'effectifs, qui devront dévaster systématiquement la Vendée insurgée. Ces colonnes, qui seront bientôt surnommées colonnes infernales, reçoivent des instructions sans ambiguïté. Le 19 janvier, Turreau écrit à ses généraux 12 colonnes parties de différents points, marchant toujours à la même hauteur, entrent dans la Vendée et poussent l'ennemi du côté de la mer. Chaque chef de colonne a ordre d'incendier les villages, métairies, forêts, etc., mesure que j'ai cru indispensable. Les consignes sont claires. Passer au fil de la baïonnette tous les rebelles trouvés les armes dans la main ou convaincus de les avoir prises, ainsi que les filles, femmes et enfants qui seront dans ce cas. Même les personnes seulement suspectes ne seront pas plus épargnées. Le 21 janvier 1794, les colonnes pénètrent en Vendée. Ce qui suit est l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de France. Les colonnes ravagent tout sur leur passage. Villages entiers brûlés, hommes, femmes et enfants massacrés sans distinction, patriotes compris. Le général Grignon traduit les instructions de Turreau dans un ordre de marche effroyable. Il peut y avoir quelques patriotes dans le pays, mais c'est égal. Il faut tout sacrifier. Les atrocités se multiplient. À Gonore, la colonne du général Huchet massacre 200 personnes. À Clisson, celle de Caffin tue méthodiquement les habitants. La colonne de Cordelier incendie systématiquement tous les villages qu'elle traverse. Certains généraux tentent de limiter les exactions, mais d'autres se livrent à des massacres indiscriminés. Des viols massifs sont perpétrés. Des tortures sont infligées aux prisonniers. Des enfants sont tués à coups de baïonnette. Les témoignages des survivants décrivent l'horreur. Des familles entières brûlées vives dans leurs maisons. Des femmes enceintes éventrées. Des enfants jetés dans des fours à pain allumés. Des villages où tous les habitants sont égorgés. La Vendée devient un enfer. Le représentant Francastel écrit « Tout est exécrable dans ce malheureux pays et cette race doit être anéantie jusqu'au dernier ». Paradoxalement, cette politique d'extermination obtient l'effet inverse de celui recherché. Au lieu d'achever la rébellion, elle la ravive. Les paysans vendéens qui avaient déposé les armes les reprennent. Ils n'ont plus rien à perdre. Charette et Stofflet, deux chefs vendéens qui avaient survécu, regroupent les survivants. Les embuscades contre les colonnes républicaines se multiplient. Le 25 mars 1794, la colonne de Crouzat massacre 1500 personnes dans la forêt de Vézins. 3 jours plus tard, elle est exterminée aux Houleries par les Vendéens. Les colonnes républicaines subissent des pertes importantes. Le plan de Turreau est un échec complet. Il n'a pas écrasé la rébellion, il l'a renforcée. Les colonnes infernales ont massacré des dizaines de milliers de personnes, entre 30 000 et 50 000 selon les estimations, sans parvenir à pacifier la région. En mars 1794, les dénonciations affluent contre Turreau. Des patriotes locaux, des représentants en mission protestent contre les massacres indiscriminés. Le comité de salut public commence à douter. Le 10 mars, Turreau modère ses ordres et demande de cesser les incendies. Mais le mal est fait. Le 13 mai 1794, il est destitué. Les colonnes infernales cessent leurs opérations, mais la guerre de Vendée continue jusqu'en 1796. À Paris, la terreur s'intensifie au début de l'année 1794. Robespierre domine désormais le comité de salut public. Avec lui siègent Saint-Just, Couthon, Carnot, Billaud-Varenne et quelques autres. Ce groupe de 12 hommes gouverne la France d'une main de fer. Leurs pouvoirs sont quasi illimités. Ils peuvent ordonner des arrestations, décider des mouvements de troupes, contrôler l'économie. Le 5 février 1794, Robespierre prononce devant la Convention son célèbre discours sur les principes de morale politique. Il y développe sa doctrine de la terreur vertueuse. Le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur. La vertu sans laquelle la terreur est funeste,
la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Pour Robespierre, la terreur n'est pas une fin en soi, mais un moyen au service de la vertu républicaine. Saint-Just va plus loin encore. Il proclame « Le bonheur est une idée neuve en Europe. Pour ces révolutionnaires intransigeants, la terreur est nécessaire pour construire un homme nouveau, purger la société de ses vices, établir un ordre moral régénéré. Ils ne se contentent pas de combattre les ennemis extérieurs de la République, ils veulent transformer l'âme humaine elle-même. » Mars 1794, Robespierre décide de frapper à la fois à gauche et à droite. Il élimine d'abord les hébertistes, les ultra-révolutionnaires du Club des Cordeliers. Jacques-René Hébert, son adjoint Montmoreau et 18 de leurs partisans sont arrêtés dans la nuit du 13 au 14 mars. Hébert dirige le Père Duchesne, un journal extrémiste qui réclame toujours plus de têtes. Il a mené la campagne de déchristianisation, profané les églises, exigé la fermeture des lieux de culte. Pour Robespierre, déiste convaincu, Hébert est allé trop loin. Le 24 mars, Hébert et ses complices sont guillotinés. Le tour des indulgents vient ensuite. Georges Danton, Camille Desmoulins et leurs amis ont réclamé la fin de la terreur. Dans son journal Le Vieux Cordelier, Desmoulins a publié des articles réclamant la clémence. Danton lui-même a prononcé un discours le 22 novembre 1793 demandant l'économie du sang des hommes et affirmant qu'une politique mesurée est compatible avec le maintien de la République. Robespierre ne peut tolérer cette remise en cause. Pour lui, les indulgents sont aussi dangereux que les ultra-révolutionnaires. Ils menacent la terreur au moment où elle est le plus nécessaire. Le 30 mars 1794, Danton, Desmoulins et 14 autres sont arrêtés. Leur procès s'ouvre le 2 avril devant le tribunal révolutionnaire. Danton se défend avec véhémence. Sa voix puissante résonne dans la salle d'audience. Il rappelle ses services à la Révolution. C'est lui qui a organisé la défense de Paris en septembre 1792, lui qui a été membre du comité de salut public. Mais Fouquier-Tinville, l'accusateur public, a reçu des instructions claires. Le 5 avril, tous sont condamnés à mort. Danton monte à l'échafaud en lançant au bourreau. « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. » Il a 34 ans. Après l'élimination des hébertistes et des dantonistes, Robespierre règne sans partage. Plus personne n'ose s'opposer à lui ouvertement. Le tribunal révolutionnaire accélère ses procédures. Les condamnations se multiplient. Mais pour Robespierre et Saint-Just, ce n'est pas encore assez. Le 7 mai 1794, Robespierre fait adopter par la Convention un décret établissant le culte de l'être suprême. Il organise une grande fête le 8 juin. Vêtu d'un habit bleu ciel et tenant un bouquet de fleurs et d'épis, Robespierre préside la cérémonie au Champ de Mars devant 500 000 Parisiens. Il prononce un discours exaltant la providence et la nature. Beaucoup voient dans cette mascarade la preuve que Robespierre se prend pour un messie. Le peintre David, organisateur de la fête, a créé une mise en scène grandiose. Mais derrière cette célébration de la vertu, une loi terrifiante se prépare. Le 10 juin 1794, Saint-Just présente à la Convention la loi de Prairial. Ce texte révolutionne les procédures du tribunal révolutionnaire. L'article 16 stipule que le tribunal est dispensé d'entendre des témoins s'il existe des preuves matérielles ou morales. L'article 9 ajoute que la peine portée contre tous les délits dont la connaissance appartient au tribunal révolutionnaire est la mort. Plus d'acquittement possible, seulement la mort ou l'absolution complète. La loi supprime les avocats pour les accusés. Elle élargit considérablement la définition des ennemis du peuple. Quiconque cherche à dépraver les mœurs, à corrompre la conscience publique ou à altérer la pureté des principes révolutionnaires devient passible de mort. Les accusations deviennent tellement vagues qu'on peut condamner quelqu'un pour presque n'importe quoi. Billaud-Varenne et Collot d'Herbois protestent violemment. Ils comprennent que cette loi peut se retourner contre eux. La Convention gronde. Mais Robespierre monte à la tribune et lance « Ceux qui tremblent en ce moment sont coupables ». Le silence retombe. La loi est adoptée. La grande terreur commence. Les effets sont immédiats et terribles. En mars 1794, le tribunal révolutionnaire avait prononcé 100 condamnations à mort. En avril, 258. En mai, 345. Mais en juin,
Ce chiffre bondit à 688. En juillet, 935 personnes sont guillotinées. La place de la Révolution, où se dresse l'échafaud, fonctionne quotidiennement. Le sang coule en telle quantité que les riverains se plaignent de l'odeur. La guillotine est déplacée place de la Nation. Les fournées se multiplient. Le 7 juin 1794, 54 personnes sont exécutées en une seule journée. Parmi elles, Cécile Renaud, une jeune fille de 20 ans accusée d'avoir voulu assassiner Robespierre. Elle s'était présentée chez lui avec 2 petits couteaux de poche. Toute sa famille est guillotinée avec elle, son père, son frère, sa tante. Au total, 18 personnes sont exécutées pour cette affaire, dont plusieurs n'avaient aucun lien avec la jeune fille. Le 17 juin, c'est au tour de 54 membres de la conspiration de la prison Saint-Lazare, accusés d'avoir comploté dans leur geôle. Le 25 juin, 60 détenus de Bicêtre sont guillotinés. Ces exécutions de masse deviennent routinières. Les charrettes transportant les condamnés traversent Paris plusieurs fois par jour. La foule se masse pour voir passer les victimes. Certains applaudissent, d'autres détournent le regard. Parmi les victimes figurent des nobles, des prêtres, mais aussi de nombreux artisans, commerçants, paysans. Le 24 juillet, 16 carmélites de Compiègne montent à l'échafaud en chantant le Salve Regina. André Chénier, le poète, est guillotiné le 25 juillet. Lavoisier, le grand chimiste, a été exécuté le 8 mai. Le juge qui l'a condamné aurait dit « La République n'a pas besoin de savants ». Dans les prisons parisiennes, l'angoisse règne. Personne ne sait qui sera appelé le lendemain. Les détenus dorment tout habillés pour être prêts. Quand les charrettes arrivent pour chercher les condamnés du jour, c'est la panique. Certains se cachent, d'autres prient. Les gardiens lisent les noms sur leur liste. Ceux qui sont désignés savent qu'ils ne reviendront pas. Pendant que la guillotine fonctionne à plein régime à Paris, la situation militaire de la France s'améliore considérablement. Le 26 juin 1794, l'armée républicaine écrase les Autrichiens à Fleurus. Cette victoire décisive ouvre la route de la Belgique. Les frontières sont sauvées. L'invasion qui menaçait la France depuis 2 ans est définitivement repoussée. À Lyon, à Nantes, en Vendée, la répression a cessé. Carrier a été rappelé de Nantes en février. Turreau a été destitué en mai. Fouché et Collot d'Herbois ont quitté Lyon. La terreur en province se calme progressivement. Mais à Paris, elle continue de plus belle. Cette contradiction devient de plus en plus évidente. Pourquoi continuer la terreur alors que les dangers extérieurs ont disparu? Robespierre commence à inquiéter tout le monde. Il a éliminé les hébertistes, les dantonistes, et maintenant chacun se demande qui sera le prochain. À la Convention, les députés qui ont participé aux missions les plus sanglantes en province craignent d'être dénoncés. Tallien, Fouché, Carrier, Barras savent que leurs actes passés peuvent les conduire à l'échafaud. Même Billaud-Varenne et Collot d'Herbois, membres du comité de salut public, se méfient de Robespierre. Robespierre lui-même semble fatigué. Il ne vient plus régulièrement au comité de salut public. Il passe ses journées au Jacobin, son club politique, où il est acclamé comme un dieu vivant. Il rumine, prépare des listes de nouveaux suspects. Le 8 Thermidor, 26 juillet, il prononce un long discours à la Convention. Il dénonce vaguement des conspirateurs, parle d'épurer la Convention et les comités. Mais il ne nomme personne. Cette imprécision terrifie les députés. Chacun se demande s'il est sur la liste. Le soir même, au club des Jacobins, Robespierre relit son discours. Billaud-Varenne et Collot d'Herbois tentent de protester, mais ils sont expulsés sous les huées. Collot lance à Robespierre « Tu verras demain si tu es un tyran ». La rupture est consommée. Dans la nuit du 8 au 9 Thermidor, les conjurés s'organisent. Fouché joue un rôle central. Il court de député en député, rassemblant tous ceux qui ont des raisons de craindre Robespierre. Tallien, dont la maîtresse Thérésia Cabarrus est emprisonnée, est déterminé à agir. Barras, futur homme fort du Directoire, se joint au complot. Même Carnot et Landette, membres du comité de salut public, sont prêts à lâcher Robespierre. Le 9 Thermidor, 27 juillet 1794, la séance de la Convention commence à 11h. Saint-Just monte à la tribune pour défendre Robespierre. Mais Tallien l'interrompt brutalement. Je demande que le rideau soit entièrement déchiré.
Il brandit un poignard, crie qu'il est prêt à tuer le tyran si la Convention ne le fait pas. Billaud-Varenne accuse Robespierre de vouloir se faire dictateur. Robespierre tente de répondre, mais les cris couvrent sa voix. « À bas le tyran !» Des députés qu'il a terrorisés pendant des mois se lèvent pour l'accuser. Robespierre essaie de parler, mais sa voix s'étrangle. Les années de pouvoir absolu l'ont mal préparé à la confrontation directe. Il balbutie, cherche ses mots. Un député crie « Le sang de Danton t'étouffe !» Barère propose l'arrestation de Robespierre. La Convention vote à l'unanimité. Son frère Augustin et Saint-Just sont également arrêtés. Couthon et Lebas les rejoignent. Mais où les enfermer? Les prisons refusent de les recevoir. La Commune de Paris, encore fidèle à Robespierre, les fait libérer et les accueille à l'hôtel de ville. La Convention riposte, en déclarant Robespierre et ses partisans hors la loi. Cette mesure signifie qu'ils peuvent être exécutés sans jugement. Barras prend le commandement de la force armée. Henriot, commandant de la garde nationale parisienne et partisan de Robespierre, tente de mobiliser les sans-culottes. Mais l'appel tombe à plat. Les sections parisiennes, épuisées par 2 ans de mobilisation permanente, ne bougent pas. Vers 2 heures du matin, les troupes de la Convention envahissent l'hôtel de ville. Robespierre tente de se suicider d'un coup de pistolet, mais ne parvient qu'à se fracturer la mâchoire. Ou peut-être est-il blessé par un gendarme. Les témoignages divergent. Augustin Robespierre se jette par une fenêtre et se brise les jambes. Lebas se suicide d'un coup de pistolet. Couthon tente de s'échapper mais tombe dans l'escalier. Henriot est défenestré et s'empale sur les pieux d'une palissade. Le lendemain, 10 Thermidor, Robespierre agonise sur une table à la conciergerie, la mâchoire fracassée, incapable de parler. Vers 17 heures, lui et 21 de ses partisans sont conduits à l'échafaud. La foule hurle de joie. Robespierre monte sur la planche, le bourreau lui arrache brutalement le bandage qui maintient sa mâchoire. Il pousse un cri terrible avant que le couperet ne tombe. Le lendemain, 71 autres robespierristes sont guillotinés. Le surlendemain, 12 autres. La chute de Robespierre marque la fin de la Grande Terreur, mais pas immédiatement la fin de la Terreur elle-même. Les Thermidoriens, ceux qui ont renversé Robespierre, doivent gérer un héritage empoisonné. Les prisons sont pleines. Le tribunal révolutionnaire continue de fonctionner. Les comités de surveillance restent actifs. Progressivement, la machine s'enraye. Le 1er août 1794, la loi de Prairial est abrogée. Le tribunal révolutionnaire est réorganisé. Les procédures redeviennent moins expéditives. Les acquittements redeviennent possibles. Le 24 août, le comité de salut public est réformé. Il perd ses pouvoirs quasi dictatoriaux. Carnot continue d'y siéger et dirige les armées, mais le règne de la terreur institutionnelle est terminé. En novembre 1794, le club des Jacobins est fermé. Les sans-culottes parisiens tentent des insurrections en avril et mai 1795, mais elles sont matées. La Convention thermidorienne réprime durement ces tentatives de retour à la terreur. La guillotine fonctionne encore, mais contre les anciens terroristes cette fois. Carrier est arrêté en septembre 1794. Son procès s'ouvre le 3 novembre. Les témoignages des survivants de Nantes sont accablants. Ils décrivent les noyades, les fusillades, les massacres. Carrier se défend en affirmant qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres du comité de salut public. Mais la Convention a besoin d'un bouc émissaire. Le 16 décembre 1794, Carrier est guillotiné. Fouquier-Tinville, l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, est arrêté le 1er août 1794. Son procès débute le 28 mars 1795 et dure 40 jours. Il a envoyé 2750 personnes à la mort pendant la Terreur. Il explique qu'il ne faisait qu'appliquer la loi. Sa défense ne convainc personne. Le 7 mai 1795, il est guillotiné avec 15 de ses anciens jurés. Fouché, pourtant responsable des massacres de Lyon, échappe à la guillotine. Grâce à ses talents de conspirateur et son réseau d'informateurs, il parvient à se maintenir au pouvoir. Il deviendra ministre de la police sous le Directoire, le Consulat et l'Empire. Sa carrière illustre une réalité cynique: tous les terroristes n'ont pas payé pour leurs crimes. En province, la réaction thermidorienne prend parfois la forme d'une terreur blanche. À Lyon, à Marseille, dans le Midi,
des bandes royalistes assassinent d'anciens jacobins. Les prisons sont attaquées, les prisonniers massacrés. La violence révolutionnaire engendre une violence contre-révolutionnaire tout aussi féroce. En Vendée, la guerre se poursuit jusqu'en 1796. Charette et Stofflet continuent la lutte. Hoche, nommé commandant de l'armée de l'Ouest, adopte une stratégie de pacification. Il offre l'amnistie aux combattants qui déposent les armes. Il fait distribuer des vivres aux populations affamées. Progressivement, la Vendée s'apaise. Charette est capturé en mars 1796 et fusillé à Nantes. Stofflet est arrêté en février 1796 et exécuté à Angers. Le bilan de la terreur est effroyable. Le nombre exact de victimes reste débattu, mais les historiens s'accordent sur un ordre de grandeur. Le tribunal révolutionnaire de Paris a condamné 2750 personnes à mort entre mars 1793 et juillet 1794. Les tribunaux révolutionnaires de province ont prononcé environ 14 000 condamnations à mort. Les exécutions sommaires, sans jugement, représentent le gros des victimes, entre 20 000 et 40 000 personnes selon les estimations. La guerre de Vendée a causé la mort d'environ 200 000 à 250 000 personnes, tant républicains que royalistes, civils et militaires confondus. Les colonnes infernales à elles seules ont fait entre 30 000 et 50 000 victimes. Les noyades de Nantes ont tué 4 000 personnes. Les fusillades de Lyon, 2 000. Au total, la terreur et les guerres qui l'accompagnent ont fait entre 300 000 et 400 000 morts. Mais au-delà des chiffres, la terreur a laissé des cicatrices profondes dans la société française. Des familles déchirées, des villages entiers détruits, des régions traumatisées pour des générations. La Vendée ne se remettra jamais complètement du génocide qu'elle a subi. Le mot terrorisme lui-même entre dans le vocabulaire politique, désignant désormais l'usage systématique de la violence pour des fins politiques. La terreur révolutionnaire soulève des questions qui dépassent largement le contexte français de 1793 à 1794. Comment une révolution lancée au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité a-t-elle pu dégénérer en dictature sanglante? Comment des hommes qui se proclamaient vertueux ont-ils pu ordonner des massacres de masse? Les explications sont multiples. La guerre joue un rôle central. Quand la France révolutionnaire se retrouve encerclée par les monarchies européennes, attaquée de l'extérieur et déchirée de l'intérieur, le gouvernement révolutionnaire choisit la violence extrême pour survivre. La logique du salut public justifie tous les excès. Face à la mort de la République, la mort de quelques milliers de suspects semble un prix acceptable. L'idéologie révolutionnaire porte également sa part de responsabilité. L'idée d'une régénération totale de la société, d'un homme nouveau purifié de ses vices, conduit à des politiques utopiques et meurtrières. Robespierre et Saint-Just ne se contentent pas de défendre la République, ils veulent transformer l'âme humaine. Cette ambition démiurgique ne tolère aucune opposition, aucune tiédeur. Qui n'est pas avec nous est contre nous. La concentration des pouvoirs aggrave la situation. Le comité de salut public cumule les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Aucun contre-pouvoir n'existe pour limiter ces décisions. La loi de Prairial supprime les dernières garanties procédurales. Le tribunal révolutionnaire devient une machine à tuer, fonctionnant sans contrôle. La peur joue aussi son rôle. Chaque acteur de la terreur sait que s'il montre de la clémence, il sera lui-même accusé de modérantisme et guillotiné. Carrier, Turreau, les membres des comités de surveillance agissent souvent par peur d'être eux-mêmes dénoncés. La terreur se nourrit d'elle-même, chacun surenchérissant dans la violence pour prouver sa loyauté révolutionnaire. La déshumanisation des victimes facilite les massacres. Les Vendéens ne sont plus des êtres humains, ce sont des brigands qu'il faut exterminer. Les suspects ne sont plus des citoyens avec des droits, ce sont des ennemis du peuple qu'il faut éliminer. Cette rhétorique déshumanisante permet aux bourreaux de se percevoir comme des justiciers plutôt que comme des assassins. La bureaucratisation de la violence est également frappante. Les listes de suspects, les procès expéditifs, les colonnes méthodiquement organisées, tout est rationalisé, administré, comptabilisé. Cette bureaucratie de la mort annonce d'une certaine manière les totalitarismes du XXe siècle.
Le génocide vendéen, avec ses ordres écrits, ses rapports détaillés, ses colonnes numérotées, préfigure les méthodes d'extermination modernes. Certains historiens ont parlé de circonstances exceptionnelles pour expliquer la terreur. La France de 1793 fait face à une situation sans précédent. Invasion étrangère, guerre civile, effondrement économique, famine. Dans ce contexte, la violence extrême apparaît comme une réponse rationnelle à une menace existentielle. Cette thèse, défendue notamment par Albert Mathiez, ne justifie pas la terreur, mais tente de la comprendre dans son contexte. D'autres historiens, comme François Furet, voient dans la terreur non pas un accident, mais une conséquence logique de l'idéologie révolutionnaire. Pour Furet, la rhétorique révolutionnaire qui divise le monde entre le peuple vertueux et ses ennemis, qui promet une régénération totale de la société, contient en germe la violence totalitaire. La terreur serait inscrite dans l'ADN même de la Révolution. Les débats historiographiques sur la terreur restent vifs aujourd'hui encore. Faut-il voir dans les massacres de Vendée un génocide au sens moderne du terme? Les colonnes infernales visaient-elles délibérément à exterminer une population ou simplement à réprimer une rébellion? La question divise les historiens. Ce qui est certain, c'est que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées méthodiquement, avec l'aval du gouvernement, dans le but affiché d'anéantir la Vendée insurgée. La terreur a également des conséquences politiques durables. Elle traumatise la République française naissante. Pendant tout le XIXe siècle, le souvenir de la guillotine hante le débat politique français. Chaque révolution, en 1830, 1848, 1871, suscite la peur d'un retour de la terreur. Les conservateurs brandissent le spectre de 1793 pour discréditer toute tentative de changement radical. Les républicains doivent constamment se défendre d'être les héritiers de Robespierre. La mémoire de la terreur reste conflictuelle. Pour certains, Robespierre est un martyr de la République, assassiné par des corrompus. Pour d'autres, c'est un tyran sanguinaire dont le règne illustre les dangers de l'idéologie révolutionnaire. Cette ambivalence traverse toute l'histoire française moderne. Même aujourd'hui, les débats sur la Révolution opposent ceux qui y voient l'acte fondateur de la République moderne et ceux qui mettent l'accent sur ses excès sanglants. Au final, la terreur révolutionnaire démontre comment l'idéalisme peut se transformer en fanatisme, comment la défense de principes nobles peut justifier les pires atrocités, comment des hommes ordinaires peuvent devenir des bourreaux quand les circonstances et l'idéologie s'y prêtent. Elle rappelle aussi l'importance des garde-fous institutionnels, des contre-pouvoirs, du respect des procédures judiciaires, même en temps de crise. La terreur s'achève officiellement avec la chute de Robespierre le 9 Thermidor en 2. Mais ses conséquences se font sentir pendant des décennies. La France met des années à se remettre du traumatisme. La République thermidorienne, puis le Directoire, puis le consulat de Bonaparte tentent tous de tourner la page. Mais le souvenir de ces 18 mois de folie meurtrière restera gravé dans la mémoire collective française. Bonaparte lui-même tire les leçons de la terreur. Quand il prend le pouvoir en 1799, il met fin à la Révolution sans restaurer l'ancien régime. Il établit un régime autoritaire, mais non terroriste. Il réconcilie les Français en amnistiant les émigrés, en rétablissant la paix religieuse par le Concordat, en créant des institutions stables. D'une certaine manière, le consulat puis l'Empire sont des réponses au chaos de la terreur. La terreur révolutionnaire française restera dans l'histoire comme l'un des premiers exemples modernes de violence politique de masse organisée par un État. Elle annonce, par certains aspects, les totalitarismes du XXe siècle. Mais elle reste aussi un phénomène unique, produit des circonstances exceptionnelles de la Révolution française. Comprendre la terreur, c'est comprendre comment l'utopie peut basculer dans le cauchemar, comment la vertu peut engendrer le crime, comment la Révolution peut dévorer ses propres enfants.